Porteur d'espoir, nous avons le plaisir de recevoir Marc Auburn. Bonjour Marc, Bonjour Anne. comment vas-tu? Très bien, un peu comme d'habitude, mais je vais très bien. Eh bien, c'est parfait. Alors, je voulais vous dire pourquoi je souhaitais la présence de Marc. Eh bien, c'est pour qu'il puisse nous parler des sorties hors du corps en tant que voyageur multidimensionnel, parce que il fait partie de ces enfants qui ont commencé à voyager très tôt. Alors, il va nous expliquer le voyage astral et les différentes dimensions et tous les êtres qu'il a pu rencontrer. Mais je te laisse la parole, qui mieux placé que toi pour nous en parler. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur les sorties de corps? Et Alors quand est-ce que tu as effectivement, commencé tes premières sorties de corps? tout de suite, puisque les moments qui ont précédé la naissance sont toujours restés dans ma mémoire, et j'étais en dehors de ce corps. Donc j'ai été convoqué pour participer à la naissance, et je m'en souviens très bien. J'étais au-dessus des, je racontais cette histoire souvent, mais au-dessus des murs de l'hôpital avec mes copains des mondes supérieurs qui m'avaient accompagné. Et puis la corde d'argent s'est tendue à plusieurs reprises. Je leur ai dit, bon, grosso modo, hein, je traduis, et je dis, bon, il est temps d'y aller, je reviens rapidement à la suite de l'incarnation. Et donc j'ai rejoint le processus de naissance. Je n'étais pas dans le fœtus, donc, et je suis né par césarienne, et je me souviens de tout. Et donc à l'âge de 1 an, je m'en souvenais, à l'âge de 2 ans, je m'en souvenais, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, je me souvenais de cet événement. Ça n'a jamais quitté ma mémoire, le moment où j'ai participé à la naissance. Donc les voyages ont commencé tôt. Alors c'est fréquent, hein, les profils comme le mien sont fréquents, mais ce qui se passe, c'est que les voyageurs sont silencieux. Ouais. C'est-à-dire que ils sont presque toujours dans un climat culturel où ça n'est pas connu ni même accepté quelquefois. Et donc l'enfant apprend immédiatement à se taire, à ne pas parler de ça. Et il faut déjà qu'il établisse la liaison entre le réel et le social. Donc, il y a un mécanisme d'intégration qui ne fonctionne que parce qu'il a un retour de la part de ses parents, de son environnement familial. Moi, j'ai pas eu ça, mais je savais que c'était réel, puisque c'était la chose que j'attendais le plus. Ça se produisait spontanément quand j'étais enfant. Et donc, je ne savais pas comment on pouvait provoquer le phénomène, et j'ai cherché très maladroitement pendant des années à le provoquer. Mais comment savais-tu que c'était réel, objectivement? Parce que très tôt, j'ai pu aller visiter des lieux et vérifier après que ces lieux étaient bien conformes à ce que j'avais vu. En plus, le sentiment de réalité est très intense, il est supérieur à ce qu'on vit dans le corps biologique. Et puis, il y avait ce phénomène de déclenchement qui était très caractéristique, très étonnant, euh, dans lequel il se passait deux, trois petites choses à l'intérieur du corps et je voyais le plafond m'arriver en pleine tête. Et donc, je me mettais à tanguer, à ras le plafond. Ensuite, bon, très jeune, j'étais dans la chambre de mes parents. Je voyais mes parents dormir dans leur lit, des lumières partout, alors que, bon, normalement, c'était l'obscurité. Bon, je ne comprenais pas d'où venaient ces lumières. Et après, je traversais la fenêtre. Souvent, j'allais sur les toits, je me promenais et voir les voisins, ce genre de choses. Voilà. Donc, j'adorais ça. Bon, on est en état de totale légèreté, puisqu'il n'y a pas de poids. On est dans un état de sérénité, de joie, de plaisir très, très intense. Rien dans le corps physique n'est équivalent à ça. Donc, chaque fois que ça m'arrivait, j'étais plus que ravi et j'y pensais tout le temps. Je peux pas dire que j'oubliais ça, j'y pensais tout le temps. Je me souviens très bien de mon enfance. Euh, J'y pensais en permanence. Quand est-ce que ça va se reproduire? Et je me repassais les films de ces moments-là. Et ces moments étaient trop rares pour moi, néanmoins, bon, ça arrivait régulièrement, plus que pour la moyenne de la population humaine, manifestement. Et c'est assez tard, après l'âge de 16 ans, quand j'en ai parlé à ma mère, mon père était parti de ce monde, d'un accident de la route, et ma mère était dans la profession médicale. Elle en a parlé à des médecins qui lui ont dit, ton fils fait peut-être un dédoublement de la personnalité. Donc, très gentiment, ma mère m'a dit que ce serait peut-être bien qu'on aille voir un psychiatre, que je puisse lui parler de mes histoires. Donc voilà, si tu veux, moi j'étais tout à fait serein par rapport à ça. Je savais qu'il fallait pas en parler. Il y a un moment, j'en ai parlé quand même, quand je me suis senti certainement assez solide. Et je pense que, je te le disais tout à l'heure, ça aurait été utile que, à l'âge de 8, 9, 10 ans, que je tombe sur un livre qui m'explique toutes ces choses-là et qui me donne des compléments d'information par rapport à ce que je vivais. Et donc, c'est un livre que j'ai entrepris d'écrire il y a quelques mois, là,
qui va s'adresser aux enfants et aux adolescents pour dire, voilà, si vous arrive telle et telle, telle chose, voilà, je vais vous donner des éléments supplémentaires qui vous permettront à la fois de comprendre l'ensemble et de vous expliquer comment vous pouvez vous développer et améliorer votre exploration et aller encore plus loin. Et ça, Et, c'est génial. Je te remercie vraiment pour ça parce que c'est comme finalement cet événement, c'est pour ouvrir un peu les parents un peu à ces phénomènes extraordinaires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des psychologues qui en parlent. Parce que comme tu dis, on est catégorisé un petit peu de fou si on en parle. alors, moi, ça n'a pas été mon cas. Ma mère, elle a tendance à me prendre au sérieux. Simplement, elle a été inquiète à cause de l'avis de certains médecins. Donc, moi, je pense que dans les indications qu'on doit donner aux enfants, on doit être précis sur la manière de communiquer avec l'entourage. Et les enfants d'instinct, les enfants voyageurs, d'instinct, ils adoptent la meilleure stratégie, celle de ne rien dire. C'est la stratégie la plus raisonnable qui soit. Vraiment de ne rien laisser paraître de ça, de garder ça pour soi. Et beaucoup le font durant la totalité de leur vie, de la naissance à la mort. Ils n'en parlent jamais. Donc, on a une population qui est invisible parce qu'elle est totalement muette. Et à Et je combien tu finis par le... estimerais, excuse-moi, à peu près finalement de personnes qui font, enfin, Je ne tout sais pas. au Je ne sais pas. Pour ça, il faudrait que les gens se dévoilent, mais je connais des cas très très précis où les gens n'en parlent pas et ils sont confiés à moi parce que bon, je communique autour de ça, ce qui est un peu fou, hein, parce Mm. que faire ce genre de choses, j'aurais pas pu le faire Ouais. quand j'étais cadre dans les grosses boîtes. Les gens se seraient dit, mais il est devenu fou, qu'est-ce qui lui arrive? Donc évidemment, pour des raisons multiples, familiales, sociales, même les enfants peuvent se demander si tu as des enfants. Si, bon, moi, mes enfants entendaient parler de mes histoires tous les jours, et pour eux, c'était OK. Pour eux, c'était le réel parce que papa disait ça. Papa racontait en détail ça. Mais ils ont vraiment compris, en tout cas pour ma fille adoptive, que c'était réel le jour où elle a eu son expérience personnelle. Elle a fait une longue sortie hors du corps à l'âge de 16 ans à peu près. Elle est restée dans la maison et le matin, elle est venue me voir dans mon bureau. Elle a dit, mais alors papa, tout ce que tu nous dis, c'est vrai. Il a fallu qu'elle le voie elle-même. Elle a donc dans l'état non physique, mais qui est un état pour nous extrêmement réel et quasi physique pour nous, puisqu'on a un corps, on peut le toucher. Elle s'est rendue compte que c'était vrai. Elle avait sa totale lucidité. Il faut vivre ce genre d'expérience pour comprendre. Et si les parents sont pas aptes à vivre ce genre d'expérience, ils ne comprennent absolument pas. Ils vont mélanger avec tout un tas d'autres choses. Ils vont croire que, par exemple, on a pris une drogue. Ils vont peut-être feuilleter des livres et tomber sur des explications inadéquates, mélangées avec les facultés psy, par exemple, ce qui est hyper courant. Même les soi-disant experts en la matière souvent confondent avec les facultés psy. Donc, je veux expliquer tout ça même aux enfants. Quelle est la différence, par exemple, entre les visions à distance, l'exportation des perceptions, qui est un autre phénomène dans lequel on reste localisé dans le corps physique, mais qui donne l'illusion d'être exporté, littéralement d'être ailleurs, mais une parfaite illusion, hein, suffisante pour ramener des informations extrêmement fiables. Donc, mon petit travail, hein, je ne prétends pas avoir un impact énorme sur cette humanité-là, et je m'en fiche, mais c'est d'expliquer les choses de manière la plus claire possible. Ouais. Tel un messager, hein, porteur d'espoir pour les autres. Bon, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, effectivement, je trouve qu'il manque un peu de clarification sur les différents, alors on va dire sorties de corps, comme tu disais aussi, euh, la vision à distance, tout ça. Oui. C'est-à-dire, et Alors, pour vivre les deux, je peux faire vraiment bien la différence et que je donne maintenant des formations sur ça. Je précise tout de suite les caractéristiques parce que bon, les mots ne veulent rien dire. Il faut préciser, il faut décrire les phénomènes. Et donc, il leur permet de valider telle ou telle catégorie d'expérience et de les classer. Voilà. On parle beaucoup de rêve lucide aussi. Pour moi, c'est un oxymore. Quand on est en train de rêver, on n'est pas lucide. Donc, qu'est-ce que c'est que ce rêve lucide? Beaucoup de gens qui étudient ces phénomènes-là, qui se disent même voyageurs, mélangent les deux. Or, c'est tout à fait autre chose. Donc, je précise mon point de vue là-dessus, et ce point de vue ne repose pas sur une opinion, mais sur un certain nombre d'expériences. Un grand nombre d'expériences. alors, Euh, quelle est la différence, en gros, pour ceux qui nous regardent?
entre... Le rêve lucide est une activité mentale totalement incontrôlée, D'accord. euh, qui peut se produire alors qu'on est dans le corps, alors qu'on est dehors, alors qu'on est en train de l'intégrer ou alors qu'on est en train d'en sortir. Il y a les cas de figure. Ce n'est absolument pas une garantie d'être en dehors du corps biologique. Ça, c'est totalement faux. Donc, moi, je me suis amusé, je fais facilement des rêves, soi-disant lucides, hein, comme ça. J'en ai fait des centaines, des milliers. Et il m'amusait à me réveiller à ce moment-là avec les méthodes que je connais. Et quelquefois, je me réveillais dans le corps. Souvent, je me réveille dans le corps. Donc, c'est pas parce qu'on fait un rêve lucide qu'on est à l'extérieur du corps biologique. C'est faux. Mhm. L'expérience de gens comme moi montre que c'est faux. Hein, de faire la confusion entre les deux. Donc voilà, c'est clarifier un peu le plus possible, donner des outils de mesure, expliquer aux gens comment communiquer ou ne pas communiquer avec l'entourage, gérer rationnellement, le plus rationnellement possible, cette capacité qui pour moi est naturelle, tant que la société est ce qu'elle est, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Mhm. Allant de pair avec ce genre de choses, il y a ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle la mémoire lointaine, c'est-à-dire que souvent le voyageur a la capacité de se souvenir d'autres choses en fait que sa vie biologique, donc des vies dans d'autres corps biologiques. Et ces deux choses-là sont intriquées aussi. Et comment est-ce qu'on gère cette affaire-là aussi par rapport à l'environnement familial de l'enfance? Souvent, les enfants ont des sentiments confus de ne pas appartenir à leur famille. Donc ça, c'est un début. euh, C'est un indice de souvenirs qui sont malgré tout masqués. Quand ce sentiment est diffus, il peut être d'origine psychologique, on va dire, mais il est souvent en fait déclenché par quelque chose qui est juste derrière le premier écran de conscience, le premier écran de conscience, qui sont des souvenirs extrêmement précis. Et moi, ces souvenirs, je les ai eus assez tôt aussi. Ils sont remontés quelquefois violemment. Et ça permet de comprendre pourquoi ce sentiment était là très tôt aussi, pourquoi cette famille me paraissait bizarre. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez courant. Hein. Tu as dû entendre ce genre d'histoire. Les enfants ont un profil particulier, ils vont se sentir différents, ils vont aimer être à l'écart, moi c'était mon cas. Ils vont plutôt être intériorisés, ne pas s'intéresser, ne pas être fascinés par les mêmes objets que leurs camarades, que leur culture environnante. Euh, Regardez souvent les étoiles. J'ai remarqué que voilà, les étoiles nous appellent et nous parlent et on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Et donc ce que je veux donner encore une fois, c'est pour les quelques personnes qui liront cet ouvrage, des enfants, c'est leur donner des clés de compréhension et leur permettre de progresser. Voilà, parce que c'est pas leur environnement qui va les aider. Mhm. On a affaire à une population humaine profondément ignorante sur énormément de sujets. Et ceux qu'on appelle les scientifiques sur Terre ont une méconnaissance absolument vertigineuse de tout un tas de réalités. Je vais prendre juste un exemple. Il y a 40 ans, la plupart des scientifiques de très haut niveau disaient qu'il n'y avait pas d'autres planètes que les planètes du système solaire, ou quasiment pas. Il n'y avait pratiquement aucune chance. C'est juste un exemple. C'était juste il y a 40 ans. Et les astrophysiciens les plus avancés, entre guillemets, les plus diplômés, les plus experts disaient c'est un accident cosmique, peut-être la collision entre deux étoiles qui a provoqué un cortège planétaire. Et il n'y en a peut-être pas d'autres dans l'univers. Et voilà, on entendait ce genre d'absurdité. Et nous, les voyageurs, on sait très bien que l'univers grouille de vie et de vie intelligente. On le sait. On le sait depuis toujours. Et on est connecté à ça d'une manière ou d'une autre. Alors, encore une fois, avec différents niveaux de conscience et différentes strates qui nous éloignent de ça. On le fait aussi volontairement pour se protéger, pour simplifier sa vie. Donc, il y a une véritable organisation, une espèce de dichotomie. On peut presque parler de schizophrénie. Donc la personne se cloisonne pour s'éloigner de ce qu'elle est et de ce qu'elle sait. Et pour vivre une vie ordinaire, on accepte de se soumettre aussi qu'on dirais-je, à l'inculture ambiante, à la méconnaissance ambiante, à l'absence de conscience ambiante. Donc on s'endort au milieu d'une troupe comme ça. On le fait aussi par amour. Donc tous ces mécanismes-là, j'ai fini par les comprendre en les analysant sur moi et sur d'autres. Et vraiment, on diminue nos capacités par amour et par conformité. Alors, c'est beaucoup lié en fait à l'acte d'incarnation et à notre relation avec la mère biologique. Pour ceux qui se souviennent de leur incarnation, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. On déclenche beaucoup de choses et il y a une énorme relation d'amour, mais absolument océanique, pour s'incarner. Et c'est la mère qui est l'objet de cet amour-là, hein, qu'elle qu'on soit garçon ou fille. Et
ce puissant mécanisme fait qu'on va vouloir se conformer à tous les étages pour pouvoir s'incarner correctement, on doit perdre la mémoire pour beaucoup d'entre nous. Voilà, je parle beaucoup, hein, je suis désolé. Non, non, pas du tout, c'est très intéressant, au contraire. Et tu as déjà, d'ailleurs, tu parles de ce livre, mais tu as déjà écrit donc deux livres, mais Oui. dont le premier, 0,001%, Non. euh, et qui a un titre assez étrange. Et pourquoi? Alors en fait, quand j'ai écrit ce livre, je me suis, on lit dans la préface, volontairement qu'aux personnes qui étaient déjà dans l'expérience, donc Mm. pour qui c'était pas une question de débat intellectuel, d'idées, d'opinions, de ce genre de choses. Moi, ça m'intéresse pas de polémiquer avec des gens qui ne connaissent pas ce phénomène pour les avoir vécus de l'intérieur. Hein. Je parle pas des gens qui ont lu les livres. Les gens qui ont lu les livres m'intéressent relativement peu aussi. Euh, c'est comme ça, hein, chacun choisit sa vie. Moi, je m'intéresse plutôt aux gens qui sont dans l'expérience directe. Et ce livre était destiné à ces gens-là. Donc, et j'estimais très grossièrement que c'était une personne sur 100 000. Alors, apparemment, c'est un tout petit peu plus, mais pas non plus d'un facteur 100. Euh, je croise beaucoup de gens dans les séminaires ou ailleurs, des gens qui ont des expériences concrètes et directes. Souvent, ce sont quelques expériences, et pour d'autres personnes, ce sont de très nombreuses expériences, des expériences continues tout au long de leur vie et tout au long de leur journée et de leur semaine. Donc, moi, mon tout petit rôle, si j'ai un rôle, et je suis même pas sûr d'en avoir un, bon, c'est vraiment de donner les explications que j'ai pu avoir parce que je n'ai cessé de chercher à comprendre et à mieux expérimenter ces choses-là. Il n'y a pas une journée sans que je découvre pas de nouvelles choses et je vois l'étendue de mon ignorance personnelle. Voilà. Ouais, Voilà et le titre. Tu sais, je m'adressais à une personne sur 100 000, pas plus. Je ne cherche pas du tout la masse, ni le consensus. On ne peut pas avoir de consensus sur cette planète. Parce que l'humanité est une espèce, pour moi, extrêmement primitive. J'ai des points de référence, hein, j'ai des points de comparaison. J'en fais partie. Je suis un humain terrestre actuellement. Et donc, je m'occupe de cette fraction de l'humanité qui a déjà des expériences solides. Et à ces gens-là, mon témoignage peut être utile, pas aux autres. Parce que les gens qui s'intéressent à la spiritualité ou à ce genre de choses, ils vont lire ce livre, ils vont lire 60 autres, et ils vont errer de ci, de là. Moi, je préfère des gens qui sont de vrais terriens au sens spirituel du terme, c'est-à-dire qui mettent les mains dedans, qui ont des expériences qui sont suffisamment prégnantes, solides et vérifiables pour savoir que c'est réel et donc continuer leur parcours. Sinon, on n'a pas de solidité. Et on voit un tas de gens qui prétendent, alors c'est aussi ça qui m'avait beaucoup éloigné. J'avais fui aussi tout cet univers-là à l'âge de 20 ans, puisque à l'âge de 20 ans, comme le raconte le livre, les facultés s'étaient ouvertes chez moi, je voyais très très bien l'aura et le champ d'énergie. J'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui le voyait aussi bien que moi. et Voilà. toi? Bon, ça doit arriver, hein, ça doit exister, mais bon, voilà. Donc, et j'ai voulu, autour de l'âge de 20 ans, rencontrer des gens qui étaient censés en savoir plus que moi. Je me souviens une fois, j'étais allé dans un espèce de salon de la voyance où une personne avait un panneau, oui, j'avais 20 ans, disant lecture d'aura. Donc, je me dis, chouette, je vais pouvoir discuter avec quelqu'un comme moi. Elle voyait rien du tout. J'ai compris ça en 30 secondes. Je lui ai posé des questions précises. Je ne voyais rien. Vous lisez vous êtes censé faire une lecture d'aura, mais vous ne voyez rien. Parce qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi. Les gens qui voient l'aura, bon, on sait comment c'est fait. Bon, voilà. Donc après, j'ai vu d'autres personnes qui prétendaient être des éclairés, des éveillés, etc. Donc, vers l'âge de 20, 22 ans, je me suis dit, ils sont tous cinglés sur cette planète. Sont des faussaires. Je ne parle plus de ça et je m'intéresserai plus à ça. Alors que je savais que j'étais censé écrire un livre vers 2012. Je le sais depuis longtemps. Mais à ce moment-là, je m'étais dit, je n'écrirai pas, je ne ferai rien. Il n'y a rien à faire avec ces gens-là. Donc je laisse tomber. Je vis ma vie. Et c'est le scénario le plus commun, c'est je vais vivre ma vie, je vais pas faire ce que je suis censé faire, et je vais me taire jusqu'à la fin de cette existence, et après je vivrai ma vie dans d'autres réalités, et ça sera très bien. Il n'y a rien à faire. Et en fait, il y a eu un déclic vraiment particulier parce que je pensais bien stupidement être le seul dans ce genre de profil. Et c'est en écoutant Dolores Cannon en conférence aux États-Unis que j'ai entendu cette dame décrire exactement ce genre de comportement. J'ai entendu mes propres mots dans sa bouche. Hein, c'était en Arizona. Je lui ai dit, mais c'est dingue.
Et toutes les pièces du puzzle ont commencé à se rassembler à ce moment-là. C'était vraiment fascinant. Je croyais être original, mais non, pas du tout. Je suis très commun dans mon attitude. Et elle m'a fait découvrir comme ça en une minute que, bien que je le sache déjà d'une certaine façon, je devais faire ce que je devais faire, que j'allais le faire. Donc voilà, c'était dans la période d'écriture du premier livre. Et depuis l'âge de 25 ans, je savais que j'allais faire ça. Ouais, et tu as raison de préciser l'Arizona parce que quand même en Amérique, ils sont beaucoup plus ouverts, hein. Euh, pour parler Ouais. de ce genre de choses, hein, on dit 45% en gros des gens croient aux extraterrestres, il n'y a pas de disent qu'on peut en croiser. C'est pas le cas forcément ici en Europe, quoi. Alors, il y a eu un gros travail de gens comme Stephen Greer aux États-Unis, bon, de gens je pense que Stephen a fait beaucoup de choses. Je le connais personnellement, je suis allé participer à deux ou trois protocoles CE5 avec lui. Le bonhomme a ses caractéristiques, mais en tout cas, il a fait un travail remarquable. Il a suscité beaucoup de vocations. Il a fait un vrai travail de fond pour faire connaître ce phénomène-là. Et donc, effectivement, il y a des endroits que je suis allé à Sedona. Il y a une personne sur deux à Sedona qui est persuadée que les extraterrestres existent. Et pour beaucoup, ils ont vu des ovnis dans cette région. Voilà. Donc, la culture, euh, on va dire, cette nouvelle culture, cette néoculture, a trouvé des endroits à se développer, comme Charlottesville, par exemple, aux États-Unis, où il y a beaucoup de chercheurs, on va dire, alternatifs, là où se trouve l'Institut Monroe aussi. Mais c'est amusant de voir que cette petite ville, c'est pas une grande ville, en Virginie, héberge un espèce de foyer de chercheurs non conventionnels. Et donc, c'est différents points aux États-Unis comme ça. Et c'est pour ça que moi j'aime bien les États-Unis personnellement. Et j'y allais souvent en voyageur du corps d'ailleurs, en Amérique du Nord, au Canada, et en voyageur du corps. Et j'ai souvent visité ces régions-là, les grands déserts américains, avant d'y aller physiquement il y a une trentaine d'années. Alors justement, tu parles de voyage. Alors là, tu restes quand même dans ce genre de voyage assez dans le côté physique, je veux dire matériel, là sur Terre. Mais Oui, j'aimerais bien que tu nous parles des différentes dimensions finalement et oui. comment, en fonction du spectre de perception qu'on peut avoir, comment Alors oui, effectivement, il y a la navigation est plus complexe que dans le monde physique. Par exemple, si on était capable, et on le sera, et on l'est déjà probablement, de voyager beaucoup plus vite que la lumière, on va explorer le cosmos physique. Mais c'est un cosmos parmi une infinité d'autres. Le voyageur le comprend. C'est-à-dire que quand on va changer de niveau vibratoire, ce cosmos-là, aussi grand soit-il, va disparaître et un autre va apparaître. Et si on monte encore le plan vibratoire, celui-là, le nouveau, va disparaître et un autre va apparaître. Donc, on apprend à se repérer. Moi, ça n'a pas été tout de suite, hein. Je faisais, quand j'étais enfant, des voyages sur le plan physique et je restais même dans le village, la petite ville où j'habitais. Et puis, avec le temps, les années, je suis allé plus loin. J'ai vu la mer avant que mes parents m'y emmènent. Mais ça se limitait à ça, ce genre de choses. J'allais quelquefois, quelque part en Europe. Mais en voyageur du corps, c'est tellement merveilleux qu'à la limite, aller dans un rayon de 300 mètres autour de sa maison, ça suffit. C'est déjà fantastique. On n'a pas besoin d'aller loin pour être dans un état splendide, hein. Je me souviens d'une fois où, très jeune, j'avais joué sous la verrière de la maison où on habitait. C'était un espèce de petit immeuble. Et j'avais passé toute la nuit à voler en dessous de la verrière, mais c'était extraordinaire. C'était voler, faire des pirouettes dans la lumière non physique. Et voilà. On n'avait pas besoin d'aller loin. Je suis allé loin après. Les voyages multidimensionnels ont commencé après, on va dire, après l'adolescence. Au début, c'était accidentel. Mhm. J'ai me retrouvé dans des univers beaucoup plus lumineux ou beaucoup plus sombres. Et je ne savais pas comment contrôler le phénomène. Et un beau jour, je me suis dit, on fait comment? Et il n'y avait aucun bouquin qui le décrivait. À l'époque, Internet n'existait pas. Et donc, il y avait, en tout cas, si des livres existaient à ce sujet-là, moi, je ne les connaissais pas. Donc, j'ai fini par trouver les méthodes, mais en tâtonnant, littéralement, hein. J'étais bien surpris je me souviens très bien de la première fois que j'ai essayé. Mon corps de lumière s'est mis à scintiller, à produire des zébrures dans tous les sens. C'était sidérant. C'était un feu d'artifice. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je commençais à regarder mes mains, mes bras. J'étais émerveillé par la beauté de ça. Il y avait
des zébrures marron et violettes. Mais même le marron dans le monde astral est très très beau. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce phénomène? J'ai essayé de monter en fréquence et je n'ai fait que, dans un premier temps, que produire ça. Si on Mhm. fait comment? Et donc, en tâtonnant, j'ai fini par réussir. Donc, j'ai changé brutalement, la première fois comme ça, j'ai changé brutalement de dimension. Mais d'abord, je n'ai pas réussi. Voilà. Et puis, j'ai réussi. Et donc, j'ai compris que c'était mon état de conscience qui déterminait en fait l'endroit où je pouvais aller. Donc, je mettais en moi plus de beauté, plus de détachement vis-à-vis des choses que je connaissais sur le plan physique, euh, comme des notes de musique plus belles, etc. Tu vois? Et puis, soit le trajet se faisait quasi instantanément, le temps d'un clic, clac, et ça y est, tu es ailleurs. Donc, c'est Mhm. assez désarçonnant. Soit c'était progressif et on traverse des espèces de phases intermédiaires, cette espèce de monde dans lequel on peut voir des tunnels apparaître, ce que décrivent les gens qui ont fait des NDE, mais c'est pas des vrais tunnels en fait. C'est si on observe attentivement le phénomène, c'est autre chose. On traverse des zones intermédiaires entre les plans. Et c'est assez difficile à expliquer parce qu'il y a à la fois de la lumière et absolument aucune lumière. Donc va expliquer ça à des gens. Voilà. Surtout qu'on n'a Euh, pas forcément le vocabulaire, les mots pour oui, expliquer. on n'a pas le vocabulaire, alors il faudrait l'inventer. C'est ce que j'essaye de faire. Mhm. Comme Robert Monroe qui a créé l'Institut qu'on connaît en Virginie, qui est un voyageur spontané, hein, qui est arrivé assez tard pour lui. Il a essayé de recréer un vocabulaire, il a eu raison, pour le sortir de, enfin, je veux dire, des brumes, des brouillards et des enfumages des occultistes qui l'avaient précédé. Et on a encore ça. Les New Agers utilisent encore beaucoup de termes, de phénomènes qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'expérimentent pas. Et c'est Mhm. ça, moi, qui me fait peur. Hein. C'est-à-dire que les gens vont parler bon, par exemple, de lumière pour se nourrir. Or, les gens qui sont praniques ne se nourrissent pas de lumière, se nourrissent d'une certaine forme de matière physique, qui est de la matière physique dans un certain état, je répète, mais qui est bel et bien physique. Donc, ils appellent le prana, etc. Nous les voyageurs, on sait ce que c'est, on appelle la colle. Hein, la boue, la colle. Pour nous, c'est horriblement lourd, dégueulasse. Ils appellent ça de la lumière. Alors, on préfère en fait utiliser un vocabulaire adapté qui donne des caractéristiques précises. Mhm. Et tous les mondes qui entourent les univers physiques, et on a probablement une petite quantité d'univers physiques, c'est-à-dire des mondes qui sont très semblables, liés les uns aux autres, et qui sont dans la phase vibratoire bon, autour de la nôtre. Hein. Moi, j'appelle ça le marécage. Mhm. Et il y a des caractéristiques très précises à ce marécage-là. Donc, beaucoup de personnes qui font des sorties hors du corps ne vont rester que dans le marécage. Peut-être 95% des voyageurs restent dans le marécage. Donc, une petite fraction, de temps en temps, va sortir du marécage et va monter ou dans des mondes beaucoup plus lumineux, ou dans des mondes moins lumineux, qui sont des mondes également de grande inertie. Bon, moi, j'ai expérimenté mon premier monde de très grande inertie, jeune, hein, j'avais pas 20 ans. Et c'est la partie supérieure de moi qui m'a emmené là, ce qu'on appelle le surêtre, qui existe réellement. Hein. Le surêtre existe réellement. J'ai fini par le rencontrer en direct, pour le coup. Ouais, c'était en octobre 2014, à ma grande surprise. Donc, cette méconnaissance de la part de gens qui ont lu des livres, qui ont Mhm. expérimenté des choses et qui les ont mélangées avec d'autres choses, moi, ça me fait peur, parce que ça égare les gens, ça leur donne de mauvaises directions. Et on a maintenant un tas de gens qui s'auto-baptisent éveillés, super conscients, gourous, qui en fait ne savent presque rien, voire rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que font les voyageurs face à ce genre de choses? La chose la plus raisonnable, c'est de pas polémiquer, de se retirer dans son coin et de continuer à voyager. Et de n'en parler à personne. Moi, j'ai choisi la polémique et l'arrogance vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire, délibérément, je rentre dedans. Alors, j'ai pas encore eu de débat avec un type qui prétend être autre chose qu'il est, mais j'ai souvent croisé des gens qui prétendaient, tu sais, ces gens qui donnent des leçons d'ego, par exemple. Ah, voilà, c'est ton ego, sous-entendu, moi, j'ai transcendé l'ego, je suis au-dessus de toi, et moi, c'est ce que j'appelle les constipés. Alors, bon, les gens raisonnables ignorent ces gens-là en disant, bon, voilà, ce sont des simulateurs. Moi, je suis pas raisonnable, hein, je suis excessif, je souhaiterais être silencieux, mais mon côté Rambo, c'était mon surnom dans les jobs où j'ai eu mon côté Rambo, fait que, bon, ben voilà,
on trompe les gens. Ces gens se trompent eux-mêmes et ils trompent les gens. Donc, ils leur donnent de mauvaises directions en ayant un vocabulaire, une attitude qui est complètement bon, irréaliste, hein. Voilà. Donc, j'essaie de clarifier les choses, de dire, écoutez, voilà, vous faites comme ci, comme ça, et voilà les caractéristiques des expériences que vous pouvez avoir et les étapes que vous pouvez trouver. Donc, les mondes de lumière, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, sont vraiment caractérisés par l'intensité de la lumière. Ça, c'est un premier critère. Quand je dis aux étudiants qui passent par une formation, comment vous localisez sur l'échelon vibratoire, sur le vecteur vibratoire. Premièrement, l'intensité de la lumière. Plus cette lumière est intense, plus vous êtes haut dans l'échelle vibratoire. Deuxièmement, toujours sur la richesse des couleurs. Mhm. La richesse des couleurs, on a des nouvelles couleurs qui apparaissent sur la mesure où on monte dans l'échelle vibratoire, qui sont pas ni du bleu, ni du marron, ni, voilà, c'est des nouvelles couleurs qui n'existent pas sur le plan physique. Ensuite, la beauté des choses. Ensuite, l'intensité de la conscience, la largeur de la conscience, la profondeur de la conscience et l'intensité de la conscience. Plus on monte en vibration, plus on a tendance à avoir un niveau de conscience qui devient comme un ballon qui grandit. Voilà, une espèce d'expansion de conscience. Et c'est pas parce que la conscience s'expand, s'agrandit, qu'elle diminue en intensité. Elle augmente en intensité et en densité en même temps que de s'étendre. Le sentiment de la Comment tu présence, le ressens, ça, l'histoire d'expansion de conscience? c'est visible même dans l'aura. L'aura se déploie. D'accord. Hein, on la voit se déployer au fur et à mesure. C'est comme si on était comprimé dans les univers du marécage. Mhm. Et donc, l'aura, elle est comprimée, elle fait en moyenne, bon, ça dépend des gens, mais elle va faire, bon, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, bon, voilà, de diamètre à l'endroit où elle est la plus large, c'est-à-dire au niveau des épaules. Et ben, quand on sort du marécage, déjà quand on sort du corps, elle se déploie, le corps astral lui-même est plus grand que le corps physique. Et ensuite, l'aura finit par faire 10 mètres, 15 mètres de haut. Tu vois. Et, c'est comme si on était comprimé, on est comprimé dans le corps physique. Le corps physique, c'est une espèce de tout petit univers dans lequel on est vraiment emprisonné. Donc on sort de là, on est tout de suite libéré. Et on se déploie. Donc dans les mondes supérieurs, on va se déployer. Et dans les mondes supérieurs, on a un autre indice, c'est la présence de Dieu, la perception de Dieu. Et c'est pas le Dieu, évidemment, de cet univers terrestre, cette humanité qui croit en des dieux qui n'existent pas. Ces dieux n'existent pas. Et ils ont été créés uniquement dans leur esprit et pour eux, dans cet univers local. Et la perception qu'on a du Créateur dans les mondes supérieurs, c'est une perception directe. Et donc, c'est pas quelque chose de l'ordre de la croyance, c'est quelque chose de l'ordre du vécu immédiat. On perçoit le créateur et la création en même temps. Et il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est une certitude. C'est une expérience directe. La lumière, Dieu, la vérité, l'amour, c'est une seule et même chose. Mhm. C'est un terme. Et la conscience, c'est une seule et même chose. On comprend que la création est pure conscience. Il n'y a rien d'autre que la conscience. Donc, localisé dans les mondes supérieurs, on arrive aussi à assister à un phénomène, c'est celui de la mémoire qui revient, ce que j'appelle la mémoire lointaine ou la grande mémoire. Donc, au fur et à mesure où on monte, on a des expériences de sortir du corps dans les mondes supérieurs, la mémoire revient et le problème va être de l'engrammer littéralement au retour dans le corps biologique. Parce que durant le voyage, le corps biologique n'a absolument aucune information malgré qu'il y ait la corde d'argent. Une corde d'argent est juste là pour maintenir le corps biologique en vie. Mais quand on revient, il va falloir télécharger littéralement toutes ces informations dans le corps biologique. Donc la grande mémoire, la mémoire de qui on est depuis de toute éternité, ça c'est quelque chose de difficile pour le corps biologique, mais on en sème une partie à chaque voyage dans le corps biologique. Donc, ce qui fait que le corps se transforme petit à petit, peut-être de manière subtile et quelquefois de manière visible. Donc la mémoire de qui on est nous montre assez rapidement qu'on a eu d'autres corps sur Terre et dans d'autres mondes. Alors les religions même, les religions qui parlent de réincarnation ne parlent pas d'incarnation, ou alors il évoque de manière peut-être marginale dans d'autres univers, mais dans d'autres planètes, sur d'autres planètes, dans d'autres civilisations, mais la mémoire de beaucoup de voyageurs revient au fur et à mesure de leur voyage. Alors, c'est plus difficile pour les gens qui ont un petit nombre de voyageurs du corps, mais pour quelqu'un qui voyage fréquemment, ça finit par se réinstaller, ça. Cette mémoire revient. Et alors, bon, voilà, moi j'ai parlé
de moi, j'ai pris beaucoup de risques, hein, en fait, parce que le choix aurait été plus facile de dire, bon, ben voilà, je trie et je trie encore, hein. Je dis pas tout ce que je pourrais dire, mais il y a à peu près 40 000 ans, j'étais dans un corps biologique, mais non humain, on va dire. Mm. J'ai pris le risque, entre guillemets, d'en parler ici, là, et de renverser des pseudo-connaissances, de pseudo-connaissants, disant que, par exemple, les reptiliens sont des sales types. Moi, j'étais reptilien, mais je n'étais pas du tout un sale type. J'étais un scientifique, très pacifique, très évolué, très intelligent. Je n'aurais pas pensé à aller faire la guerre, ni même à m'attaquer à quelqu'un de quelque manière que ce soit. On est sur des populations cosmiques qui ont arrêté de faire la guerre depuis, pour beaucoup depuis des millions d'années. Par exemple, les fameux gris de Zeta Reticuli, et ces gens-là ne font plus la guerre depuis plus d'un demi-million d'années. L'humanité terrestre telle qu'on la connaît ici n'existait pas encore, Mm. hein. C'est à peu près ce qu'on nous raconte. L'humain terrestre n'existait pas. Il a été créé après. Donc, c'est une méconnaissance profonde. Petit à petit, des gens comme moi, on essaye de les dézinguer, de les modifier. Voilà, c'est pas parce que les gens ont un physique différent et qu'ils font des choses incompréhensibles pour nous, qu'ils sont obligatoirement, par projection, des gens qui veulent conquérir la planète, prendre nos richesses. C'est totalement faux. C'est la vérité est beaucoup plus complexe que ça et elle est aussi beaucoup plus vertigineuse. Et donc, on finit par comprendre que l'humain terrestre a des raisonnements stupides, mais aussi parce que les implications métaphysiques de la complexité de la création sont telles que le cerveau humain, pour l'instant, aurait du mal à traiter l'information. Donc c'est plutôt ça. C'est la crainte de la complexité, de l'immense complexité, qui fait qu'on simplifie en disant il y a les bons et les méchants chez les extraterrestres. Ouais, et puis donc tout ça vient de finalement il faudrait s'affranchir de tous les systèmes de croyances Je pense. par l'éducation, la culture. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais pour certains d'entre nous. Pour les autres, ben, qui continuent comme ça parce que c'est leur chemin. On est 8 milliards sur Terre, on a 8 milliards de chemins différents, même s'il y a des règles générales. Et pour beaucoup, c'est pas l'heure de se réveiller. Donc, Pour certains d'entre nous, c'est l'heure de se réveiller, mais pas pour tout le monde. alors, je veux dire que pour ceux qui nous écoutent, hein, parce qu'effectivement, il y en a à différents niveaux, on a donc plusieurs dimensions, hein, comme on disait, Oui, multidimensions. Il y a une... probablement une infinité, Pardon? probablement une infinité de dimensions. Ok. Il y a la façon de le percevoir. Tout le monde n'est pas capable de percevoir ces dimensions. Tout dépend de ton état vibratoire, énergétique, si on peut dire. Alors, l'énergétique te permet d'accéder au ce que j'appelle le marécage, c'est mon vocabulaire. Tant que tu es connecté à un corps énergétique, d'abord, tu es complètement endormi. Moi, en ce moment, je suis connecté à mon corps énergétique, donc je dors, et toi aussi. Et toute l'humanité dort, hein, y compris les gens qui se prétendent éveillés, hein. C'est très drôle pour les voyageurs de voir des gens qui se prétendent être des maîtres spirituels ou des éveillés, alors qu'ils sont plongés dans la matière énergétique. Ils dorment aussi. Alors, certains d'entre eux le savent peut-être, d'autres, et les plus ignorants des éveillés ne le savent pas, des pseudo-éveillés, mais nous, on sait qu'on dort. C'est inhérent à la matière epsilon, ce que j'appelle la matière epsilon, la matière énergétique. À partir du moment où on est plongé là-dedans, on dort. Ça, c'est automatique. Il faut en sortir pour savoir que bah, c'est ça. C'est la réalité. On dort alors qu'on est associé à une masse énergétique. Donc, la masse énergétique va nous permettre d'explorer les mondes qui sont tout autour du plan physique. Et c'est le domaine des chamans, par exemple, ou des gens qui prennent des drogues. Hein, ils ne vont que là. Ok. Et alors, comment, du coup, si tu quittes l'énergétique, comment tu le fais pour aller à des dimensions supérieures? Alors, mais, effectivement, il va falloir se débarrasser de l'essentiel de la matière epsilon, hein, qui nous encombre souvent lors des voyages. C'est l'obstacle numéro un après qu'on ait développé l'aptitude de sortir hors du corps. Donc, C'est on ce se que tu rend compte appelles qu'on, la colle, c'est ça? oui, la colle, voilà. Comment se débarrasser d'un maximum de cette colle? Donc, il y a des gens pour qui c'est facile, des gens pour qui c'est difficile, il y a différentes étapes, et c'est la quantité de matière énergétique que tu embarques avec toi hors du corps qui va déterminer ta capacité à sortir du marécage. Bon, une fois que tu sors du marécage, la liberté est beaucoup plus grande et le vrai voyage commence. Mais beaucoup de gens qui ont des expériences de type chamanique, on va dire, je ne veux pas critiquer les chamans, ils explorent le marécage et ils pensent que la totalité de la création, c'est ce qu'ils ont exploré.
c'est tout simplement de l'ignorance. Hein, c'est comme quelqu'un qui a visité 3 étages ou 4 ou 5 étages d'un immeuble en disant, ça y est, j'ai tout compris à l'immeuble. Mais l'immeuble, il fait 18 milliards d'étages. Et tu as simplement visité 5. Et les étages supérieurs aux 5 étages que tu connais sont extrêmement différents. Donc, au bout du compte, on finit par comprendre qu'il y a probablement une base, un niveau vibratoire minimum. Et certains auteurs, moi je suis pas allé jusqu'en bas, mais certains auteurs comme Hiram, c'est un Français voyageur du corps, le dit. Et moi je crois volontiers ce que dit Hiram, puisque tout ce qu'il dit par ailleurs, je peux le vérifier. Et il est allé jusqu'en bas, et lui, il pressent également la même chose que tous les voyageurs, c'est qu'il n'y a pas de haut. La création, c'est quelque chose qui a un fondement, c'est-à-dire un niveau minimum de vibration, quelque chose de très lent, de très obscur, enfin, l'inertie totale, et probablement pas de sommet. Voilà, on voit la création comme ça. C'est-à-dire, on peut toujours monter en vibration. Et la C'est-à-dire qu'il va vibration, toujours en expansion. oui, il y a toujours une forme de... pour nous, la création est infinie, dans toutes les directions, quelle qu'elle soit. Mais qu'il y a une base vibratoire. À Donc, partir de cette... en il y gros, a un déploiement infini. il y a des êtres plus bas en densité que nous. Oui, absolument. Oui, oui, on les voit. Enfin, j'allais dire, bon, il suffit d'aller les voir et on comprend. Donc oui, il y a des êtres plus bas en densité que les hommes politiques terrestres. Euh, Et donc donc, oui, et là, on monte, tu dis, moi j'aime bien le principe, on remplit son réservoir finalement d'énergie, style comme les avions. c'est par le mental que À c'est le Parlement. mental qui va déterminer la quantité d'énergie qu'on embarque. C'est l'état de conscience, donc l'activité mentale la plus complexe qui soit, hein, parce qu'il faut vraiment, le mental, c'est quelque chose de très large. Et la moindre intention va changer, par exemple, la nature de notre attachement aux choses terrestres et donc la quantité d'énergie qu'on va porter sur soi, sur son corps astral, et donc l'endroit où on va pouvoir aller, les endroits qu'on va pouvoir explorer. C'est très, très fin. Donc la moindre trace d'intention dans notre esprit va nous orienter vers telle et telle direction, sur notre planète ou dans une dimension spécifique. C'est un réglage tellement fin, les gens n'ont pas idée à quel point il faut faire le ménage dans son esprit pour pouvoir se diriger. Et c'est valable aussi après la mort du corps biologique. On ira tout droit là où notre état de conscience nous a préparé à aller. D'où les mythes, entre guillemets, qui sont pas tous faux, sur là où on va après la mort, c'est-à-dire l'enfer ou le paradis. C'est fonction de notre état de conscience, celui qu'on a eu durant notre vie terrestre. Et effectivement, il y a des gens qui vont pas monter vers la lumière, même si c'est la majorité, mais qui vont descendre, qui vont aller dans des mondes vraiment pas drôles, vraiment sinistres, qu'on appelle dans la tradition humaine les enfers. Et ces enfers existent vraiment, donc les voyageurs y vont. Et c'est rien de le dire, hein, que c'est vraiment pas drôle. Alors d'ailleurs, j'ai une question là qui est plus personnelle et c'est que, ok, tu peux aller en bas, tu peux prendre ce fameux tunnel. Oui, Est-ce que tu as la possibilité, si tu estimes que tu ne veux plus, alors tu peux dire te réincarner, venir jouer sur Terre, ce que tu veux ou autre, on met les oui, mots. bien sûr, Mais est-ce que tu as le choix de dire bien non, sûr. c'est fini? C'est là où des gens comme moi, bon, nous opposons délibérément à une des religions terrestres qui pourtant fait figure de diseuse de vérité, c'est le bouddhisme. Et le bouddhisme mal compris, je dirais. Mhm. Euh, si on regarde attentivement ce que Bouddha disait, hein, pour autant qu'il y ait des écrits précis là-dessus, euh, il y a un certain nombre de choses qu'il a laissées dans le flou de manière délibérée, justement sachant il serait mal compris. Mais un des fondements du bouddhisme, qui est une religion terrestre, et j'insiste beaucoup, ce n'est qu'une religion que pour la Terre. La Terre, une petite planète, et rien que dans la galaxie, il y a des millions de planètes qui sont au moins sur lesquelles il y a des populations plus évoluées, des millions, hein, peut-être des dizaines, voire des centaines de millions, où il y a des êtres plus évolués que les humains terrestres. Donc rien que dans notre galaxie, rien que dans notre galaxie, il y a des milliards de galaxies. Donc dans cette religion-là, il y a un credo. Et ce credo, ça serait que la réincarnation est une malédiction, c'est-à-dire une obligation dans laquelle il faudrait trouver le moyen de sortir. Mhm. Eh bien, nous, les voyageurs, on sait que c'est faux. Déjà, cette base-là, on sait que c'est faux. On sait que la réincarnation n'est absolument pas obligatoire. Et pourquoi on le sait? Parce qu'on croise dans nos voyages des êtres qui ne sont jamais incarnés,
depuis l'éternité et qui ne le feront jamais. Donc, si c'était une malédiction, tout le monde tomberait dans le panneau, littéralement. Et donc, on voit des êtres qui ne passeront jamais par là, qui ne sont jamais passés par là. Pourquoi? Alors, parce que la création nous a ménagé une infinité de possibilités pour explorer l'éternité. Et l'incarnation est l'une d'entre elles, juste une d'entre elles. Et dans le bouddhisme, par exemple, quand Bouddha, à force de chercher la vérité, finit par tout laisser tomber, c'est là qu'il accède à l'état de Bouddha, il se souvient de toutes ses vies passées. Mais ces vies passées sont limitées, même si, j'ai repris les chiffres il y a quelques années, je n'ai pas dû me tromper, mais il remémore 84 milliards d'années de vie terrestre, si j'ai bien compris, ou d'incarnation. Peut-être c'est pas ça qui m'intéresse. Mais 84 milliards d'années, c'est plus que l'âge officiel de l'univers actuel, mais c'est quand même largement inférieur à l'éternité. Donc, il a une quantité finie à l'intérieur de l'éternité d'existence d'incarnation, avec un début et une fin. C'est quelqu'un qui a fait le choix de passer par l'incarnation. C'est manifestement ton cas, et c'est manifestement mon cas, et tous les gens qui sont là sur cette planète en ce moment. Mais ce n'est absolument pas ni une obligation, ni la règle générale. Et ça, c'est une profonde méconnaissance des humains terrestres, de penser ça, de penser que l'incarnation est une malédiction, une forme d'obligation. C'est une profonde méconnaissance. Les voyageurs savent que c'est pas vrai. Mhm. Donc, tu vois déjà, voilà. Ok, ça c'est intéressant. Donc, je retiens aussi, c'est que il faut quand même du courage. Enfin, je retiens, je constate, pour aller voyager dans des endroits qu'on ne connaît pas. C'est un petit peu comme quand on vit sur Terre, il y a des gens qui restent chez eux et qui bougent jamais. Mais non, c'est le contraire. On n'a absolument pas besoin de courage, Anne. Non, pas C'est du tout. pas du tout. C'est grisant. Enfin, Ah ouais, non, je dis pas ça, mais pour ceux euh, comment dire, qui commencent, euh, ah moi, oui, alors bon, je pense un peu commencer. plutôt, si tu veux, genre à la psy, doit se dire, par exemple, tu sais, quand tu nous dis on fait sa réserve, je rigole comme un avion, tu sais, d'énergie, oh, on est parti loin. Qu'est-ce qui se passe si on n'a plus d'énergie, on est coincé? D'autres qui se disent, attends, on va rester, on va étudier autour de nous, on va pas aller trop loin, on sait pas ce qu'on trouve. Non, c'est le contraire. On doit se débarrasser de cette énergie epsilon. C'est elle, en fait, qui va épuiser nos possibilités et limiter le voyage. Mais, derrière ta question, il y a peut-être le fait d'avoir le courage de commencer. C'est vrai que les voyageurs spontanés, ceux qui voyagent depuis leur enfance, ils n'ont pas eu ce problème. Ils savent depuis toujours que ça existe, et donc ils n'ont pas la peur, parce que c'est exactement la peur de la mort hein, qui nous empêche de voyager. Donc, et les attachements aux choses matérielles. Donc, moi, ça a toujours été synonyme de joie, de liberté, de plénitude, et de voilà. Donc, l'idée de voyager, ça me donne le sourire à chaque fois. Ah Mais non, mais quand moi, on je suis doit, comme toi, hein, de toute façon, sans faire l'histoire de voyage astral, mais j'ai toujours dit, ah, moi, j'attends la déportation, là. Bon, il faut prendre un peu ces avions, c'est un peu dur en matière, mais bon. oui, oui, c'est plus difficile donc de commencer à voyager une fois qu'on a passé le cap de l'enfance, parce qu'on est déjà lourdement chargé de culture terrestre, d'idées fausses sur le voyageur du corps. Il n'y a qu'à ouvrir Internet pour voir le chapelet ininterrompu d'idées fausses, venant parfois d'ailleurs de soi-disant éveillés. Hein. Euh, des gens qui prétendent savoir ce que c'est que le voyageur du corps, je préfère parler de voyageur du corps, et qui sortent un chapelet d'absurdités du style vous allez vous perdre, des entités démoniaques vont prendre possession de votre corps, etc. Mais c'est un chapelet d'absurdités. Nous, on sait précisément pourquoi tout ça est faux et pourquoi la vérité est différente de ça. Mais c'est exténuant d'expliquer ça en permanence. Hein. On passe notre temps à ça, et on Mais, va couper ta corde d'argent, ce genre de choses. mais c'est important de l'expliquer parce qu'effectivement, il y a tellement de choses pour tout qui sont dites que Voilà. Et je vais prendre l'exemple d'un type charmant, j'ai pas peur de parler de ça, moi que j'apprécie beaucoup en tant que personne, dont je prends absolument pas au sérieux ses paroles, c'est le type qui s'appelle Sadhguru en Inde. Donc, il y a une vidéo où on l'interroge sur le voyageur du corps. Et il nous sort, parce qu'il se croit obligé de répondre, euh, comment dirais-je, un flot de stupidité sans nom, qui montre que, un, il ne connaît absolument rien au phénomène, que deux, il est en train de réciter ce qu'il a lu dans certains mauvais livres.
on est quelques-uns dans les groupes auxquels je participe à avoir vu cette vidéo de Sadhguru et on s'est tous tapé les cuisses en disant mais il dit n'importe quoi. Donc ça, déjà que c'était pas très crédible ce qu'il nous racontait, mais là on s'est dit bon bah c'est un brave type, il est charmant, il a une jolie barbe, etc. Mais on va absolument pas prendre au sérieux tout le reste de ce qu'il nous raconte parce que sur le voyageur du corps, il ne dit que des bêtises, mais vertigineuses. Donc on a, comme dit un de mes amis indiens, on a un showman là qui prétend répondre, oui, qui prétend répondre, mais il est charmant, il est très intéressant, il est distrayant, il est connu, bon, je pense qu'il est extrêmement sympathique. Ouais, il vient en Australie aussi. Et, et tu sais, je vais te raconter une anecdote par rapport à Sadhguru. Je ne vais peut-être pas en parler comme ça, mais bon, on peut te connecter directement à des gens si on sait comment faire avec le champ d'énergie. Donc, moi, ce type-là, après son allocution au sujet du voyageur du corps, je me dis, tiens, je suis curieux de voir ce qu'il a dans le crâne. Et donc, je trouve la connexion énergétique. Et tout de suite, ce que je vois, alors, hein, je prends des précautions oratoires, tout ce qu'il faut. Euh, C'était avant d'aller en Inde pour la première fois. Et je dis, et je tombe sur sa masse énergétique qui est pas du tout celle d'un éveillé. Quand un éveillé est piraté, enfin un éveillé, quelqu'un qui est un peu conscient de ce qui se passe, des intrusions dans son champ d'énergie, il détecte l'intrusion. Lui, il n'est pas du tout capable de détecter l'intrusion, donc tu rentres dedans comme dans du beurre. Et je vois ce qui domine tout de suite, c'est la mémoire de sa relation difficile avec celle qui a été sa femme ou qui est sa femme. Une mégère. Et donc, et je vois vraiment la mégère parfaite, telle que, bon, il y a des sales types, mais il y a également des sales nanas, des sales épouses. Et donc, j'en discute bien des années après, donc pour le coup, quand j'arrive en Inde avec des Indiens qui me disent, oui, d'ailleurs, sa femme est morte. Et certains disent, le bruit court, que peut-être qu'il y est pour quelque chose. Et tu sais ce qu'a été ma réflexion? Alors, je ne suis pas là pour raconter des choses inadéquates. Tu sais, tout ça, on va dire que ça reste de la fiction, hein. Et je dis, s'il est pour quelque chose, je pense qu'il a eu raison. Parce que c'était vraiment, voilà, tu vois, voilà, je referme la parenthèse, hein, voilà. C'est juste ça, derrière la façade de gens qui se prétendent tel et tel éveillé, tel et tel connaissant, il y a des humains terrestres complètement paumés qui font leur petit business. Bah, c'est un fait que où on ne peut pas quelque part en vouloir aux gens, c'est qu'ils ne le réalisent pas. Je veux dire, ils Oui. sont persuadés qu'ils le savent. Donc, Non, je pense pas que Sadhguru soit dupe de lui-même. non, mais je te parle d'une manière générale. Ah oui, oui, lui, je crois qu'il s'amuse. Oui, mais dans le côté même, tu le vois au Il niveau se délecte. Ouais. scientifique. Mais il y a d'autres qui prennent au sérieux, tu Voilà, c'est vois. ça que je voulais dire. Même à des petites échelles, sans aller jusque-là, il y a des personnes qui sont persuadées d'avoir raison, quoi. Je veux dire, c'est quand même un état d'esprit d'une manière générale de savoir se remettre en question. C'est là où je disais de savoir, bah, d'aller voir par soi-même, d'expérimenter. Euh, et puis finalement, d'avoir toujours en conscience que on ne sait pas tout, quoi, hein, et que... Ah ben, ça, le moins qu'on puisse dire, hein. Mais il y Tant en que a c'est pas beaucoup qui ne le savent pas qu'on ne sait pas tout. pour le Et, voyageur, il y a un truc qui est frappant, c'est qu'à chaque voyage, on revient en se disant, mais en fait, finalement, j'en sais encore moins que ce que je croyais la veille. alors, j'aimerais d'ailleurs revenir sur cette histoire que tu as parlé, le fait de se rappeler, d'avoir cette Oui. mémoire des voyages, c'est pas si évident. Donc, ça se travaille aussi, ça? Oui, c'est un entraînement. Bon, alors pour les voyageurs innés, entre guillemets, des gens qui connaissent ça depuis l'enfance, c'est assez facile de souvenir. Mais pour celui qui déclenche la faculté après l'adolescence, on va dire, il y a vraiment un travail à faire au niveau du corps biologique. En fait, c'est un travail aussi au niveau du corps énergétique. Parce que le souvenir est transmis d'abord au corps énergétique et lui va imprimer la mémoire neuronale. Le phénomène, j'ai constaté il y a 25 ans, parce que j'ai observé, j'ai voulu savoir comment ça fonctionnait. Donc, je raconte ça dans 0,001 d'instant. J'ai divisé ma conscience en trois. J'ai regardé au niveau physique, au niveau énergétique et au niveau du corps de lumière ce qui se passait. Et là, j'ai vu le phénomène. Donc, c'est vraiment cette transmission, ce canal.
comme si on envoyait l'information d'un disque dur à un autre, et qui lui-même se transmet à un autre disque dur. Il faut que l'information soit la plus pure et la plus complète possible. Et c'est pas facile parce que il y a une partie des souvenirs qui sont totalement incompréhensibles pour le corps biologique. Bah Voilà, oui, par exemple, on prend souvent cet exemple-là de couleurs qui n'existent pas dans la dimension physique. On fait comment pour lui expliquer ça? Donc, il y a énormément de concepts qui vont s'inscrire progressivement au fur et à mesure des années, des dizaines d'années de voyage, parce que le corps biologique, il a besoin de se transformer pour héberger ce type d'information, pour, on va dire, verbaliser quelque chose d'ineffable. Et donc, il se modifie. Et on prend conscience aussi qu'en modifiant notre corps biologique, on participe, même si c'est presque rien, à l'évolution globale de cette humanité-là. Au même titre que quelqu'un qui sait faire pousser des fleurs, qui sait bien faire de la mécanique, qui sait bien repeindre sa grille, qui sait bien, voilà, tous les talents se conjuguent pour améliorer l'espèce humaine. En fait, l'espèce humaine terrestre, elle est localisée dans une espèce de bulle de réalité. Elle est interconnectée. Cette interconnexion nous apparaît très clairement. C'est une interconnexion énergétique. Et en fait, toute l'humanité progresse globalement, chacun apportant son talent personnel à quelque niveau que ce soit. Il n'y a pas de petits apports ni de gros apports. Ça, c'est de la méconnaissance et de la vanité mal placée qui me fait croire ça. Voilà. Toutes les influences vont aller dans le sens de l'évolution. on peut parler du web du cosmos, comme je dis. Pour... Alors, c'est pas cosmique parce que ça reste local. Ça reste localisé à l'humanité terrestre. C'est au sens où, et on voit très bien quand on quitte la planète, par exemple. On quitte cette sphère locale, cette sphère de réalité locale. La réalité, on s'aperçoit, même dans la dimension physique, c'est plus des bulles de réalité, qui sont des bulles énergétiques, qui vont s'interpénétrer ou même ne pas se pénétrer les unes avec les autres. Et on a une sphère de réalité locale euh, qu'on quitte si on s'éloigne suffisamment de la planète. Aller jusqu'à la Lune, ça suffit pas. Il faut aller plus loin. Et alors, parmi les êtres que tu as pu rencontrer dans tes voyages, est-ce que il y avait des Hmm. personnes intéressantes? Ah Comment ils oui. nous considèrent? Moi, j'estime qu'ils nous considèrent comme des enfants. Mais... Des enfants, oui. Des enfants sur lesquels on jette un coup d'œil attendri, des enfants qui se font la guerre, des enfants qui sont perdus en fait. Euh, oui, mais c'est pour les gens qui sont passés par là, ils savent très bien que c'est bon parce que ils sont passés par là, ils savent qu'on est dans cette ignorance-là, qu'on est capable de tout quand on est des enfants perdus, ayant perdu la mémoire, égarés. Oui, c'est souvent de la part des créatures. Alors, ça dépend de qui on parle. Des êtres des dimensions supérieures qui sont passés par l'incarnation terrestre, c'est beaucoup de de tendresse. Et quand ils nous accueillent, nous, les voyageurs là-haut, on a une part quand même de cette ignorance terrestre qu'on emmène avec nous. Mais ils ont l'habitude de gérer ça. Ils sont très touchants. On a des accueils qui sont fantastiques. Voilà. Quand on rentrait à la maison, mais sans se souvenir que c'est notre maison, quoi. Donc souvent, ils nous accueillent à la mesure de ce qu'on est, avec beaucoup d'intelligence, de sensibilité. Et c'est des gens extraordinaires. Enfin, ceux qui ont été sur Terre et les autres qui n'ont pas été sur Terre aussi, évidemment. C'est assez difficile à décrire. Moi, je peux le décrire, mais au bout d'une minute, je vais plus arriver à parler. Donc, c'est trop de Et alors, nostalgie. Le vocabulaire, je vais pas le trouver correctement et puis je vais me mettre à avoir des émotions. Donc, ouais, non, c'est c'est difficile à décrire à cause de ça. Il faut pouvoir le décrire sereinement et j'arrive jamais à être serein quand j'écris ça. Tous nos idéaux sont matérialisés dans ces êtres-là. Et il y a, enfin, ces êtres-là, il y a une infinité de profils. Il y a des êtres qui n'ont jamais été incarnés sur Terre, d'autres qui ne sont jamais incarnés, des êtres qui viennent des mondes supérieurs, des êtres qui sont pas imaginables sur Terre, ou d'autres qui sont imaginables sur Terre parce qu'ils vont ressembler à des trucs, des farfadets, qui existent réellement, des fées, des anges. Des anges. Enfin, ils existent. C'est un truc, moi, ça m'a choqué quand j'ai compris que c'était réel. C'est vraiment, jusqu'au jour, j'ai réussi à discuter avec l'un d'entre eux. J'ai discuté avec un ange. Je croyais que c'était une blague, moi, les anges. Un truc inventé par des humains complètement ignorants. Eh ben non. Je les ai vus, donc j'ai discuté avec celui qui voulait bien discuter avec moi. On a eu une longue discussion. J'ai appris des trucs.
On peut discuter avec les êtres même très supérieurs. Il suffit de dire monsieur, monsieur, madame, ou non genré, pour le coup. Vous voulez bien parler avec moi? Ça se fait. Enfin, soit l'être se ferme, soit il s'ouvre en disant, OK, allez, on va Et parler. alors, tu parles plus genre par télépathie, quoi. Alors, c'est pas de la télépathie, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré que ça. On s'envoie des boules d'informations instantanées, qui sont Oui, extrêmement complexes. Voilà, on envoie une question et on reçoit une réponse, mais alors la plus complète possible. Et c'est instantané. mais... Quasiment, on reçoit la réponse en même temps qu'on pose la question. Voilà, c'est plutôt ça. Et non, mais c'est très intéressant ta façon d'expliquer les choses parce que moi, pour moi, tu fais partie quand même justement un peu de ces enfants atypiques, mais c'est difficile d'en trouver qui se souviennent à peu près des choses. Bon, il y en a, mais comme tu dis, c'est Il y en pas. a, mais ils se taisent et ils ont raison. Ouais. Et du coup, pour moi aussi, toutes ces personnes qui, comme que ça soit Léonard de Vinci ou autre chose, ou même Tesla ou quoi, qui sont venus avec certaines connaissances, on peut dire que ils ont ramené de l'information. Oui, oui, tout à fait. Ils ont emmené l'information. Et pour certains d'entre eux, ils restent connectés à d'autres sources que les sources terrestres. Il y en a qui sont connectés à des sources non terrestres. Et il y en a qui sont connectés à des sources, on va dire, non physiques, c'est-à-dire ils sont connectés directement à des mondes supérieurs. Alors, moi, je suis toujours très, très prudent avec les médiums parce que souvent, les médiums ou les canals Ouais. sont manipulés à leur insu par les êtres énergétiques qui n'ont pas de bonnes intentions souvent. Et c'est très difficile de faire la discrimination comme on n'est pas hors du corps. Hors du corps, on voit tout de suite qui sont les gens, les êtres qui communiquent avec les humains terrestres par le biais du champ d'énergie. Dans le corps, on ne sait pas. On peut se faire balader pendant 30 ans et se faire manipuler, se faire parasiter, ouais, pendant 30 ans sans savoir. Parce que ces gens-là, ils sont très très élaborés. Ils vont prétendre, par exemple, qu'ils font partie de la fraternité cosmique. Je sais pas, des Pléiadiens, des choses comme ça, c'est très courant, ça, c'est à la mode. Alors, voilà. Alors, Moi, là, je... moi, j'entends aussi, moi, ces êtres-là, ils essaient de communiquer avec moi quand je suis dans le corps biologique. Moi, j'ai une connaissance, depuis toujours, je sais que ces êtres-là existent et qu'ils nous manipulent. Donc, depuis que je suis petit, je les insulte. Quand j'entends ces voix, que j'entends très bien me dire que ceci, cela, truc, machin, tu es un élu. Alors, ça, c'est parfait, ça. Hein, pour dire, voilà, je l'insulte en marseillais, là. Tu es un élu, tu as une mission. Systématiquement, je les renvoie pas. C'est le mécanisme classique d'entrée pour parasiter l'être humain ignorant. Ces êtres-là, hors du corps, on les détecte immédiatement. On les voit tels qu'ils sont. Et ils peuvent pas nous bluffer. La capacité, la lucidité astrale et la vision astrale est telle qu'immédiatement, on sait à qui on a affaire. Donc là, ils peuvent pas nous balader. Mais à l'intérieur du corps, Dieu sait s'ils peuvent nous enfumer. Et Dieu sait si plein de gens sont enfumés par ces créatures-là. L'immense majorité des humains qui sont dans la spiritualité. C'est ça qui est triste, et peut-être 99% ou plus de gens qui sont sensibles spirituellement sont parasités par des êtres énergétiques avec de mauvaises intentions, qui les baladent complètement. Ok. Je veux dire, c'est pas, je sais que c'est très difficilement audible ce genre de choses. Et, C'est ce que j'allais quand je dire dis, pour ceux qui nous quand je dis écoutent. là, n'écoutez pas ces voix, n'en écoutez aucune parce que vous avez de grandes chances de vous faire promener. Mais N'écoutez que vous-même et n'écoutez pas ces voix qui pourtant sont très claires, hein, qui sont capables de vous dire, tiens, tu vas sortir dans la rue, tu vas voir un camion bleu avec marqué dessus tel truc, parce qu'ils vous disent des choses que vous pouvez constater, mais c'est pas parce qu'ils vous forment des prévisions correctes sur votre vie et sur tout ce que vous voulez qu'ils ont raison sur tout. C'est comme ça qu'ils manipulent les médiums. Et j'ai plein d'exemples, ce serait trop long d'en parler ici, mais non, l'être humain terrestre doit trouver son autonomie, doit se libérer des parasites énergétiques. et Et, ça m'intéresse que tu dis parce qu'on est ici effectivement pour retrouver son autonomie. Moi, ça ouais, veut dire tous les événements sont là pour ça, pour que oui, les gens apprennent un peu plus, qui s'ouvrent. Donc, quand on oui, parlait de perception, je sais que pour certains, c'est difficile, là, qui vous nous écoutez, mais c'est OK, chacun est à son niveau. Mais sachez qu'il y a bien plus que
que vous ne pouvez pour l'instant comprendre. Ah Et oui. faites attention, voilà. Euh, Essayez de varier vos sources et d'utiliser vos réflexions ou Le peut-être discernement. discernement, merci. Ah, Vos, le discernement. Le discernement. Quand quelqu'un te raconte que tu es un élu, que tu as une mission, je vais peut-être marcher sur certaines plates-bandes, que tu es un enfant cristal ou indigo, ce que machin, ce genre de truc. Oh là là là, c'est mal parti. Moi, et je vais prendre cet exemple-là. Je me suis intéressé il n'y a pas longtemps à cette histoire d'enfant indigo. Et c'est venu d'un auteur américain, d'un occultiste américain, qui s'appelait Carroll, je crois. Et il dit qu'il y a, c'est des enfants dont l'aura est de couleur indigo. oui, c'est pas lui C'est qui l'a ça. dit. On en a parlé dans d'autres conférences, effectivement. Ça venait de quelqu'un d'autre déjà. OK. Et lui, il a Alors, repris. Voilà, ça. alors, alors, moi, je vous pose la question, hein. Quelqu'un a déjà vu une aura de couleur indigo? Bah, il y a Qu'est-ce que des... c'est que cette histoire? Dans quel sens tu dis ça? Il y Ah a des... il parle, il dit, enfin, ces gens-là disent que c'est une aura de couleur indigo. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toute l'aura est indigo? Non, c'est une autre Non? question Alors, c'est où? Cette couleur indigo, elle est où? de ce que l'on voit autour. C'est ce que disait la Oui, personne. je parle de l'aura, je parle de l'aura. Ouais. Elle serait où, cette couleur indigo? Ben, alors là, j'ai du mal à comprendre ta question. Oui, Autour du corps physique, il y a des personnes qui peuvent voir les auras. Donc, oui, moi je la vois. J'ai jamais vu d'aura indigo. ah ben voilà, là, je comprends mieux ta question. Et ben, pour toi, Jamais vu. par rapport à la couleur, tu veux dire, t'as jamais vu ou t'as pas du Alors, tout? il y a des couleurs diverses et variées dans l'aura, et en particulier dans cette partie-là, qui fait cette espèce de fontaine de lumière, il y a tout un tas de mélanges de couleurs. Euh, il peut y avoir des traces d'indigo, mais l'aura n'est pas indigo, et voilà, j'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est une invention, c'est un mythe, c'est une invention marketing. Donc, il y a surtout un mélange complexe de couleurs qui en plus varie de minute en minute, voire de seconde en seconde, même s'il y a des dominantes. Ça, c'est la vérité. C'est ce qu'on observe. Oui, ben, je pense que Alors, c'est plus ça, ce côté un peu de dominance. Puisque de toute façon, on arrive après, on parle d'enfants arc-en-ciel ou autre chose, cristal et autres, mais enfin, de toute façon, le principe. tu vois, Ouais. c'est ce genre de choses qui m'a fait fuir ce genre d'univers. Je me souviens, j'étais allé à Sedona, je raconte dans 0,01%, il y avait une dame qui avait des jolis tableaux avec soi-disant des photos d'aura. Mhm. Alors, je vais la voir, c'était il y a pas mal d'années maintenant, une quinzaine d'années, je vais la voir, je lui dis, mais c'est joli ce que vous faites là, c'est quoi? Ah, c'est des photos d'aura. Je dis, madame, si je peux me permettre, c'était donc à Sedona, je dis, je sais pas de quoi c'est la photo, mais certainement pas de l'aura. Hein. Et donc, elle m'a juré que c'était des photos d'aura. Je dis, moi, je vois l'aura depuis que j'ai l'âge de 17 ans, très bien. Ça ne ressemble pas du tout à l'aura, ce que vous me êtes en train de montrer, mais même de loin, vous voyez. Et ça, j'ai vu ça des dizaines, des centaines de fois. Donc, quand ces mythes sont basés sur ce genre de choses, où on voit une grosse tache ici, là, mais l'aura n'est pas du tout comme ça. C'est pas tout un tas de taches autour du corps. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'est pas comme ça. Pas du tout. Alors Donc, tu vois, toi, tu vois une variété plutôt de couleurs et qui. non, non, mais ce sont pas des taches de lumière, Laura. Ce sont pas des strates, un peu comme des strates énergétiques, tu vois, par exemple. Euh, les strates énergétiques, tu as vraiment des couches. Bon. Euh, mais Laura, c'est pas ça. C'est structuré de manière complètement différente. Et ceux qui ne sont pas au courant disent des bêtises. Voilà, tu vois. Et ça, là, cette personne que j'avais vue quand j'étais gamin, enfin, jeune adulte, genre, je lui ai posé un papier, hein, j'ai un crayon, j'ai dit, décidez-moi ce que vous voyez. Ah ben, dis donc. Voilà. Pour le coup, elle avait rien à dessiner. C'est moi qui lui ai fait un dessin. Je lui ai dit, c'était fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Et en fait, il y a quelques personnes, et mon ami Shradalou m'a conseillé des livres que je connaissais pas. C'est récent, il y a 15 jours. Et il y a il y a une auteure américaine, je sais plus comment elle s'appelle, qui a dessiné correctement, parce que tout simplement, elle le voit.
comment c'est fait. Et donc, ces dessins des chakras sont bien, correspondent à la réalité. Il m'a envoyé quelques photographies avec son appareil, son smartphone. Et tu vois, et ça, bah, c'est la première fois que je vois ça correctement représenté. Tu vois, une fois sur 300 fois où j'ai vu des représentations de l'aura et des chakras complètement fantaisistes, tu vois. C'est ça qui me fait peur, moi, avec ces histoires d'enfants indigo, d'enfants cristal, euh, c'est qu'on veut donner des caractéristiques marketing Mm. ou arc-en-ciel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Avec des soi-disant spécificités dans l'aura, mais quand tu vois l'aura, tu vois que c'est faux, ces histoires-là. C'est tout simplement faux. Il y a des caractéristiques, enfin, c'est beaucoup plus complexe que ce que les gens prétendent, ou implicitement ou explicitement. Tu vas lire dans l'aura beaucoup de choses, en particulier ici, dans cette partie qui est extrêmement brillante. Alors, je sais pas comment les gens font pour ne pas voir ça, tellement ça brille. C'est là où l'activité mentale est la plus parlante, mais tu en as tout autour du corps. C'est des filaments de lumière, en fait. Des filaments de lumière dont chaque filament a une couleur spécifique. Donc c'est regroupé en faisceaux et ça circule comme ça bouge dans tous les sens. C'est pas du tout des taches de lumière. Pas du tout. Et c'est contenu dans une espèce de sac. Et ce sac lui-même a des filaments très brillants blancs autour de ce sac. Moi, ma vision s'est arrêtée là. Mm. Hein. Je, voilà, jusque là. Donc l'aura, c'est ça. Donc y compris le sac qui contient l'aura. Bah, tu sais, on en revient à la définition. On n'a parfois pas les mots. Et moi, je dis toujours, c'est comme, bon, puisque tu es allé en Nouvelle-Calédonie, tu sais peut-être Radio Cocotier. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose, au bout, Oui, c'est ça. mais Donc, c'est ça, ce que je veux dire, c'est ça qui égare les gens aussi, c'est qu'on voilà. finit par dire bon, qu'un enfant est turbulent, c'est un HPI, c'est un haut potentiel intellectuel, alors qu'il est simplement casse-pied, et j'en ai connu, hein, bon, je ne veux pas citer de nom, peu importe. Haut potentiel intellectuel, il y a des choses spécifiques, et c'est pas parce qu'il est turbulent qu'il est inadapté, parce qu'il est inadapté qu'il est forcément HPI. Ça, c'est des raisonnements qui sont un peu étranges. Ce que je dis, moi, c'est que des enfants avec des capacités particulières ont toujours été là sur cette planète. Mm. D'accord? Ils ont souvent été discrets et souvent dans les sociétés premières, on va parler de ça, ils étaient détectés à un certain moment et ça devenait des guides, des chamans, des gens comme ça. Hein, parce que les peuples premiers savent reconnaître au bout d'un moment cette qualité particulière parmi leur propre population. Mais là, on est sur un marketing, on va dire, dégénéré. Moi, je pèse mes mots, hein, en disant, voilà, il y a de nouvelles générations d'enfants, ils sont indigos, ils sont cristal, ils sont arc-en-ciel. Ça ne repose sur rien à ma connaissance. Moi, qu'on me présente un enfant indigo, j'aimerais bien voir à ce moment-là ses couleurs. Et je suis absolument certain que c'est pas tel que ça a été raconté. Arc-en-ciel, c'est rien non plus. On a toutes les couleurs dans l'aura, par exemple, même au-dessus de la tête. Il y a du rouge, du blanc, du jaune, du bleu. Ça dépend des moments. Si tu te mets en colère, tu vas voir ici, ça va se mettre à pétiller en rouge. Et si tu es vraiment quelqu'un de pas terrible, ça va être plutôt rouge-marron, tu vois, c'est des choses comme ça. Si tu es un médecin qui a la vocation, il va y avoir des traces de vert, mais tout ton aura va pas être vert. Tu vois, ça va être quelques filaments dans la masse qui vont être vertes, et c'est des fois des jolis verts. Et bon, c'est sympa, c'est mignon comme tout. Et là, tu te dis, bon, la personne a une vocation à être thérapeute, mais c'est pas toute l'aura qui est verte. C'est quelques filaments, mais souvent, ils te crèvent les yeux quand c'est inhabituel, tu vois. Ouais. La taille de l'aura est significative aussi. Bon, tu vois, bon, je vais refermer la parenthèse, juste pour expliquer à quel point une pseudo-connaissance se transforme en méconnaissance. Voilà, Non, mais tu vois. tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que dans cet événement, quand je parle de regard multifactoriel, on a parlé de ça. Les étiquettes qu'on met euh, systématiquement sur des enfants bon, qui sont spéciaux pour certains, qui ont des dons extraordinaires pour d'autres. Mais en tout cas, pour moi, c'est simplement des enfants qui ont toujours existé et de par leur expérience, qui peuvent, voilà, maintenant ils sont peut-être plus vieux, il y a des jeunes aussi, hein, parce que toi, d'ailleurs, quand tu fais des interviews YouTube, tu rencontres des plus jeunes, mais Oui, voilà, ça permet de, de montrer aux gens que, il faut faire attention à tout ça, tout ce qu'on dit. oui, Et oui, moi, je suis contre les étiquettes, mais par contre, ça va bien plus haut. Voilà. On vient de oui, l'aborder avec des différentes
dimension, l'homme multidimensionnel et tout ça, il y aurait encore plus à dire, mais c'est très important de le rappeler. Voilà. Et Je connais plusieurs cas en fait, d'enfants vraiment exceptionnels. On peut même pas leur mettre l'étiquette d'enfant indigo arc-en-ciel, mais parce que ça outrepasse ça. Euh, il y a un conseil absolu envers les parents que je réitère à chaque fois. N'en parlez jamais de vos enfants, jamais en public, jamais de ce qu'ils sont capables de faire. Ne le faites jamais. Voilà. Et quelquefois, je suis approché par des parents qui ont vraiment des enfants exceptionnels, vraiment, vraiment. Hein, c'est pas, on est presque sur les X-Men, on est là-dedans. Donc la chose la plus raisonnable à faire actuellement, c'est de ne pas en parler à qui que ce soit. Déjà, ça me gêne quand on m'en parle à moi. Donc voilà. Actuellement, ne le faites pas. Vous risquez beaucoup de problèmes et en particulier d'être contacté par des gens malveillants qui vont vouloir utiliser les capacités de ces enfants-là. ça a Ne déjà le faites été pas. hein, dans le passé et tout ça, hein, de toute Ouais, façon. ouais. Justement. Donc Mais ne le sauf faites que pas. ça se savait moins. Mais Ouais. justement. Mais ça se sait un peu plus et restez discret, n'en parlez pas à qui que ce soit. Mais par contre, tu vas nous écrire un livre pour qu'ils puissent le lire. Oui, oui, oui. Bah, quelquefois, on m'amène des enfants de ce type-là et pour leur donner quelques points de repère et ils comprennent extrêmement vite. Hein. Alors là, c'est l'équivalent de 3 jours d'explication à des adultes. En 20 secondes, ils comprennent. Ça, je veux bien le croire. Voilà. Alors écoute, pour terminer cet entretien, je voudrais simplement rappeler, pour ceux qui s'intéressent, que tu en as parlé d'ailleurs, tu donnes des formations. Ouais. Et pour si vous voulez apprendre à voyager. Et d'autres choses, mais je ferai pas ça éternellement. Hein. Donc, je pense que d'ici quelques temps, je ferai autre chose. La tentation est grande pour les gens comme moi de passer à autre chose, mais complètement autre chose. Comme je dis en anglais, on get bored. Il faut passer à Oui. autre chose. Ouais. Et puis de rentrer dans l'anonymat, bon, Ouais. faire autre chose, d'avoir d'autres activités, ouais, c'est pas mal. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Marc. C'est un Euh, plaisir. on pourrait parler des heures. Je sais que tu peux parler des heures avec d'autres Oui, jeunes pour parler de ces voyages. Donc, ceux que ça intéresse, je vous conseille ben, soit la chaîne, ta chaîne YouTube, ton site, ou après, il y a plein de vidéos où on a parlé à de ça plein avec de Borvo, par exemple. Il y a des, je crois qu'on a fait une interview qui a duré 7-8 7 heures. heures, 7-8 heures. Ouais. Ouf. Mais on pourra en parler beaucoup plus longtemps encore. Voilà, mais là, c'était un aperçu. On vous conseille de chercher, hein, Oui. d'expérimenter. Et de pareil, quand on cherche, hein, eh ben, on expérimente parce que des gens qui nous disent oui, mais prouve-moi, ben, c'est nous, ça nous a pris des années pour chercher. Il y a Donc, des choses qu'on ne trouve pas. puis il y a des choses qu'on ne trouve pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour faire des liens ou autre chose, voilà, les gens veulent tout de suite quelque chose de très rapide. Non, là, on vous donne des avant-goûts. Soyez un expérimentateur et cherchez. Voilà. Alors, on peut prouver, mais je vais terminer par là, parce que il y a 2 jours de cela, j'ai une petite anecdote à raconter. Je dois faire une conférence à Bucarest, en Roumanie, dans quelques temps. Et, euh, il y a quelqu'un qui avait réservé pour cette conférence une salle municipale, et la fonctionnaire, on est encore un peu dans l'ère post-soviétique, s'est insurgée en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de sortir du corps? Est-ce qu'il y a des études scientifiques là-dessus? Donc, j'ai répondu à cette personne, l'organisatrice, j'ai dit, tu sais, on va changer de salle, parce que des études ont effectivement été menées. Mais le problème, c'est que les scientifiques qui étudient ces phénomènes-là n'ont aucune idée de ce qu'ils sont en train d'étudier. Et souvent, ils vont avoir des conclusions complètement erronées. Et certains, par exemple, ont démontré l'existence de la clairvoyance en le mélangeant avec le voyage hors du corps. Ils ont vu que certaines personnes étaient capables de voir les choses à distance et ils ont pensé que bah, c'était la preuve du voyage hors du corps. Donc moi j'aurais pu mettre en avant ces études-là, sauf que ces études sont bah, biaisées. En l'occurrence, on a démontré autre chose, on a démontré l'exportation des perceptions et absolument pas le voyage hors du corps.
Tu vois? Donc, un jour, mais pas aujourd'hui, des études pourront être faites avec d'autres moyens que les moyens actuels. Mais pour l'instant, il n'existe pas d'études scientifiques sérieuses, solides, en tout cas officiellement, parce que je sais qu'il y a des études qui ont été faites de manière, on va dire secrète par des militaires ou des gens comme ça, sur le voyageur du corps. Je voulais juste rajouter quelque chose. Je m'adresse aux voyageurs qui vont regarder ta vidéo. Euh, j'ai écrit ça dans une charte que j'appelle la charte des voyageurs, et je résume en disant n'acceptez jamais de mettre votre talent au service de quelque organisation que ce soit. Aucune, aucune organisation terrestre ne doit être utilisée par votre talent. Et vous verrez que si vous vous lancez là-dedans, vous allez perdre vos facultés. Mm. Ne le faites jamais. Si vous êtes un bon visionnaire à distance, je sais pas comment on dit, un remote viewer, là, vous pouvez éventuellement utiliser vos talents parce que c'est juste de l'énergétique et du local, mais le voyageur ne se soucie pas à quelque organisation terrestre que ce soit, gouvernementale, militaire, soi-disant scientifique, pour guérir des gens, etc. Ne le faites jamais. Ce serait une immense erreur. Et vous le savez déjà pour la plupart d'entre eux. Ne le faites pas. Et restez discret. Merci Marc. Alors, j'espère que cette conférence vous aura éclairé sur votre place dans l'univers.